Nous sommes vendredi, oui. Vendredi, tout au long de cette semaine, vous avez suivi les analyses, vous avez suivi cette émission. Eh bien, ça va être la dernière de cette semaine. Et on va retrouver les débatteurs. Bonjour. Bonjour Maury, bonjour à tous. Laurent, bonjour. Ouma, bonjour. Maury Agua, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Bonjour Laurent, Roland, Tony Kess. Passons à la une de Dynamisme Info. Dynamisme Info de ce matin s'interroge. Et qui maintenant pour prendre ouvertement parti pour Olivier Bocor? Alors à la une de Fraternité. Fraternité de ce matin avec donc cette session de vote de loi et du budget de l'État. Dernière ligne droite avant 2025. Impression des députés sur le discours de Vlavonou. Et ce discours, Laurent Roland, Tony Kess, Ouma Alianjou invite les députés à faire de telle sorte que la séparation du pouvoir soit respectée. Ouma Alianjou. Vous avez lu deux unes tout à l'heure. Hein? On commence par laquelle? Vous mettez les deux ensemble. Les deux ensemble. D'accord. Donc on va donc ramasser. Déjà par rapport à l'affaire Olivier Bocor. En fait, l'objectif n'est pas de prendre position ici. C'est une affaire qui est devant la justice. On ne dit pas aux gens de prendre position. Prendre position, c'est faire une ingérence dans une affaire qui est pendante devant la justice. On ne peut pas prendre position. L'interrogation, moi, je ne la comprends pas parfaitement. Pourquoi cette interrogation? Moi, je me demande pourquoi le confrère se pose cette question. Pourtant, moi, je n'arrive pas à me poser cette question-là. J'ai compris l'interrogation. Non. J'ai compris l'interrogation parce que le journal, le DP Parfait Bocor, à qui je fais un clin d'œil, dit lendemain du dossier de coup d'État. Oui. Qui, pour prendre maintenant, puisque avant, attends, s'il n'y avait pas eu cette affaire. Il y a la présomption d'innocence. La justice travaille. Oui. Les enquêtes se poursuivent. Tout ce qui doit être fait est en train d'être fait. Ça sert à quoi maintenant de prendre position? Si ce n'est pas jeter de la poudre au feu. Vous n'avez pas compris qu'il est en train de dire que tout le monde a lâché Olivier Bocor? Non, ben, moi je ne pense pas que ce soit comme ça. Peut-être que, enfin, quand on regarde comme ça, on se dit non, puisque tout ce qu'on entend depuis un moment... Il me souffle à l'oreille que c'est comme ça. Bon, depuis un moment, ce qu'on voit en tout cas, c'est des soutiens au chef de l'État, on est contre ça. Ouais, bon, enfin, tout le monde est contre les coups d'État. Et qui pour prendre? Voilà, la démocratie, c'est un acquis depuis 2090. Donc quand on sent que c'est en danger, il n'y a pas de raison qu'on puisse dire non, attention, on n'a pas besoin de ces choses-là. Bon, quand quelqu'un le dit, pour moi, ça reste, voilà. Maintenant, est-ce qu'ils sont coupables? Est-ce qu'ils ne sont pas coupables? Est-ce qu'on peut prendre parti pour quelqu'un? Non, on ne prend pas parti, on attend juste que la justice fasse son travail, c'est ce que moi je pense. Donc pour moi, la question ne se pose pas. Si quelqu'un a, comment on appelle, je ne sais pas comment on le dit, est plutôt confiant quant à comment on appelle, au fait que ces personnes-là n'ont pas pu fomenter un tel... Enfin, elle reste dans son coin, elle laisse quand même la justice de notre pays travailler d'abord. Très bien. C'est mon avis. Le discours du chef... Le discours du président de l'Assemblée nationale, on revient là-dessus. Oui, le discours du président de l'Assemblée nationale, un discours plutôt, on va dire, fédérateur, unificateur, un discours de paix qui appelle justement chacun à rester calme, à ne pas faire d'ingérence. Parce que vous savez, les politiques enfin, ont tout fait. Voilà, ils ont tout fait d'intervenir un peu dans tout ce qui a rapport avec le pays. On va dire c'est un peu ça aussi leur rôle. Mais quand c'est des affaires de ce genre, des affaires très sensibles où tous les contours ne sont pas assez clairs, il est bon quand même comment on appelle, d'attirer l'attention des uns et des autres, de pouvoir dire ah, attention, faites très attention, le Bénin d'abord. Après, le reste viendra, quoi. Parce que préserver le Bénin, préserver notre vivre ensemble, c'est l'essentiel, c'est le primordial. Et donc, tout le reste n'est que, comment on appelle, secondaire, on va dire. Donc, voilà un peu ce que moi, je comprends de ce discours-là. Et c'est un discours que moi, j'ai personnellement salué. Quand j'ai lu tous les comptes rendus, je me suis dit, bon, ouais, c'est quelque chose qui n'est pas mal par ces temps-là. Et c'est ce que moi, je demandais, par exemple. Quand je dis, il faut que tout le monde puisse intervenir, c'est un peu ça que je demandais. Vous voyez un peu, c'est ce que moi je veux que les grands hommes de ce pays-là puissent faire, qu'on se sente unis, qu'on se sente tous béninois unis, c'est-à-dire comme un seul homme, le Bénin seul et le reste après.
Le Bénin d'abord, je dis, et le reste après. Voilà, c'est ce que je demandais, par exemple, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, quand on a fait le débat, il n'y a pas très longtemps, je crois, ça fait 2 ou 3 jours. Donc, c'est un peu ça, moi, mon souhait, que ce discours unificateur. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, qui sont nos aînés, on va dire, des politiques chevronnés, des personnes qui connaissent très bien le pays, on ne va plus leur demander de prendre costume, cravate, sac, d'ordinateur, aller s'asseoir et commencer encore à travailler. Leur manière à eux d'apporter leur pierre à l'édification de ce pays-là, c'est justement ces petits conseils-là, c'est justement ces prises de parole très unificateurs, ces prises de parole qui nous rappellent que notre vie ensemble est primordial. Moi, je les attends surtout sur ça. C'est moi, mon avis, c'est ce que je pense. Voilà. Je me retourne donc vers Laurent Roland Tonné Ikes. Vous avez donc suivi Oumar Diandjou et vous avez vu les unes. J'ai fait défiler Fraternité, j'ai fait défiler donc Dynamisme Info. Quelle appréciation faites-vous des titres que j'ai eu à lire? Alors, quand on parle de Dynamisme Info, je crois que le journal fait bien de poser la question. Pourquoi? Parce que il y a quelques semaines, on a vu des députés de la mouvance prendre la parole et traiter ceux qui sont en prison de Judas à côté du chef de l'État. Et je vais citer nommément le député qui a dit ça. Nathaniel Sopoekwe, de la 6e sélection électorale, a traité les mises en cause de Judas à côté du chef de l'État. Ça suscite une interrogation. Et le président de l'Assemblée nationale fait bien de parler de présomption d'innocence et de retenue. Et donc, le journal n'a pas tort de poser la question parce qu'aujourd'hui, on a vu des gens dire publiquement qu'ils sont Olivier Bokor. On connaît des députés qui sont Olivier Bokor. Jusqu'aux os, ils sont Olivier Bokor, trempés dedans. On les connaît. Même au gouvernement, il y a des gens qui sont obéis. On les connaît. Ils ont côtoyé le monsieur pendant des années. Ils connaissent le mode de fonctionnement du monsieur. Mais jusque-là, personne n'a émis un doute sur l'affaire. C'est de ça que parle le journal. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde voit Olivier Bokor en coupable. En coupable, oui. Et personne, et je parle même des pasteurs. Et ça, je le dis, je suis chrétien évangélique. Je suis diacre dans une église. Jusque-là, est-ce qu'ils ont fait une déclaration? On a vu l'APIBO, Anati Tengou, faire sortir Association des pasteurs partageant l'idéologie d'Olivier Bokor à Anati Tengou. Vous les avez vus parler jusque-là? Quand même, si j'étais proche d'Olivier Bokor, moi, je prendrais la parole pour dire je ne crois pas encore, j'attends de voir tout au moins cette déclaration. Mais personne parmi eux ne parle. C'est de ça que parle le journal. Et ça fait peur. Et beaucoup parmi eux sont en train déjà de se reconvertir, soutien fervent de Patrice Talon. Je connais des gens qui... Fuyant les Judas. Je connais des gens qui ont été financés par Olivier Bokor. Je le dis avec beaucoup de conviction, je le sais. Ils le savent. Ils sont les premiers aujourd'hui à lâcher Olivier Bokor, à le traiter de Judas, à le critiquer, à le dénoncer. C'est de ça que parle le journal. Parce qu'en fait, dans cette situation, écoutez, quand vous écoutez le Béninois lambda, il vous dira c'est pas vrai, c'est pas un complot, est-ce que c'est pas une machination, est-ce que c'est pas une... Vous voyez un peu. Mais les acteurs politiques qui ont côtoyé l'homme, qui ont été au beurre chez le monsieur, beaucoup parmi eux... Au beurre, hein? Oui, je dis au beurre, oui. Vous pesez vos mots. Bien sûr. Ah mais écoutez, on connaît bien. Même la femme d'Olivier Bokor l'a dit, quand il donne, on a le vertige. C'est pas moi qui l'a dit, c'est son épouse qui l'a dit. Et ils savent très bien que tous, ils ont imaginé chez le monsieur. Mais aucun d'eux aujourd'hui, pour essayer d'émettre un peu de doute, pour dire, mais est-ce que c'est vraiment Bokor qu'on connaît ça? En réalité, c'est pas grand-chose qu'on veut. En réalité, c'était pas mieux avoir le courage, par sincérité et par rappel de l'amitié, de dire aujourd'hui que au moins on peut, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est que aucun questionnement de leur part. Et ils sont restés silencieux. Écoutez, oui, vous pouvez avoir votre opinion, mais moi je pense qu'à ce niveau, les gens ont failli. Tout à l'heure, vous aurez la parole. Les gens ont failli. Les gens ont failli. Parce que quand on dit pasteur, et que vous êtes votre fidèle, parce que vous est leur fidèle. Mais aucun d'eux, je ne dis pas qu'il faut venir désavouer le chef de l'État. Mais compte tenu, en fait, vous savez, c'est peu de choses qui honorent l'homme. C'est de dire simplement un petit message pour dire, nous l'avons côtoyé, un monsieur bien, qui fait ci, qui fait ça, et c'est par rapport à cette affaire. Il ne faut pas leur donner les idées. Hein. Nous attendons de voir ce que la justice fera avant de piner. Ne serait-ce qu'une prise de parole. Ça même réconforte celui qui est en difficulté en prison. Ça, je finis avec ça. Mais je retourne au Parlement. Et je réponds au président de l'Assemblée nationale.
qui parle de retenue, présomption d'innocence, c'est bon pour l'affaire Olivier Il parle de séparation de pouvoir. Mais je veux poser la question de savoir qui parle de séparation de pouvoir. Louis Vlavonneau a été président de l'Assemblée monocolore. Qu'en ont-ils fait? Ou qu'ont-ils fait de la séparation de pouvoir? Posons la vraie question. Ce n'est pas parce que le mandat est en train de finir, ils sont en train de finir qu'il faut parler de séparation de pouvoir, il reste 1 an. Mais nous avons tous décrié un certain nombre de choses comme étant ce qu'à un moment donné, le Parlement a semblé être une caisse de résonance ou bien une continuité de l'exécutif. N'ayons pas peur des mots. À un moment donné, notre Parlement a fonctionné comme une caisse de résonance, comme une continuité du pouvoir exécutif. Et nous l'avons tous décrit dans ce pays. Parce que le rôle du député, c'est le contrôle de l'action du gouvernement et du vote des lois. Mais pendant la 8e législature, combien de fois ont-ils contrôlé l'action du gouvernement? Qui viennent répondre? Quand je prends les députés de la mouvance aujourd'hui, 9e législature, combien sont-ils à contrôler l'action du gouvernement? Et si je vais plus loin, le président de l'Assemblée nationale est UP, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que le président de l'Assemblée nationale fait dans une équipe sur le terrain pour vulgariser les actions du gouvernement? Son rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Même s'il est de la mouvance, il doit pouvoir à un moment donné se démarquer de ça. Parce que le président de l'Assemblée nationale qui va sur le terrain pour vanter ce que l'exécutif a fait, en réalité se confond à l'exécutif. Donc, ce n'est pas de la séparation. Ce n'est pas de la séparation au pouvoir. Dès lors qu'il est investi du pouvoir parlementaire législatif, il se démarque du lot. Il se démarque du lot. Et il peut laisser les députés aller le faire. Mais lui, en tant qu'institution, on parle de séparation des pouvoirs judiciaire, exécutif, parlementaire. Dès lors qu'il est investi du pouvoir parlementaire, il se démarque du lot. Il ne doit pas se retrouver sur le terrain en train de vulgariser ce que les exécutifs ont fait. À ce niveau, il a failli. Et donc, quand il parle de séparation de pouvoir, j'estime qu'à ce niveau, il le fait trop tard. Excusez, il le fait trop tard. Il aurait pu le faire depuis. Pour se donner lui-même de beaucoup de crédibilité. Aujourd'hui, il parle de séparation de pouvoir. Pendant que nous avons déjà tout fait, on est en train de finir. Moi, je pense que c'est trop tard. Oumar Andjou, vous avez écouté avec beaucoup d'attention Laurent Roland Tonnerre-Kess qui a sorti des arguments, qui a donné des exemples. Oui, et ma réaction, normalement, peut-être que j'aurais dû ne plus réagir parce qu'il a sa position, moi j'ai la mienne. Mais je veux réagir par rapport à quoi? Je veux réagir par rapport à la force avec laquelle il disait les choses. Parce que, pourquoi? Voilà, je vais vous dire, aujourd'hui, on a besoin de prendre cette posture-là de sagesse. Pourquoi? Nous sommes à une heure de grande écoute, les gens nous suivent. Et quand on prend la parole, il faut qu'on sache mesure garder. Il faut qu'on sache raison garder. Pour parler, j'ai mon Non, temps. en fait, ce que je veux dire, je ne parle pas... Non, je ne vous fais aucun procès. Oui, allez-y. Prenez juste le temps de m'écouter comme j'ai pris le temps de vous écouter tout à l'heure. Ne montez pas sur vos grands chevaux. Restez bien calme, je vais vous parler, vous allez bien m'entendre. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ici, au Bénin, croyez-moi, il y a des gens qui croient au plus profond d'eux que peut-être tel ou tel n'est impliqué en rien dans quelque chose. Parce qu'ils ont complètement confiance en lui. OK? Mais quand vous regardez la situation aujourd'hui, c'est une situation assez sensible. Il faut faire très attention quand on prend la parole par rapport à cette situation-là. C'est des situations qui sont très clivantes, qui peuvent mettre des Béninois, qui peuvent faire que des Béninois vont être des ennemis d'autres Béninois. Et quand c'est comme ça, moi je dis, mettons la nation au-dessus. Laissons la justice faire son travail. C'est très, très, très important. Cela empêche de s'exprimer. C'est à cause de la peur. C'est à cause de la peur, de cette peur de mettre en opposition que l'on ne peut pas parler. C'est une peur qu'il faut prendre en compte. Donc on ne doit pas parler quand on a peur. Non, je n'ai pas dit ça. C'est essentiel. Mais écoutez très bien ce que je dis. Non, les gens ont peur de parler. C'est ce que vous dites. Hein? Non, je n'ai pas dit que les gens ont peur de parler. Je dis que les gens doivent se retenir de dire certaines choses par rapport à cette affaire-là. Parce qu'elle est très clivante. D'accord. Déjà, même au sein de la mouvance, ça peut être très clivant. Et finalement, ça va nous conduire à des lendemains pas très heureux. À des choses qu'on ne veut pas pour le Bénin. D'accord. OK? Donc, quand on prend la parole par rapport à ça, il faut faire très attention. C'est tout ce que nous disons. Sinon, l'audace d'en parler, l'audace de dire, voilà, moi c'est mon ami, je pense que si, je pense que ça. Mais les gens l'ont. Donc c'est pour ça que les pasteurs qui hier criaient se regroupaient dans les églises pour crier que c'est lui qu'il faut ne pas plus. La force de la parole d'un pasteur, vous savez ce que c'est?
C'est quoi? L'évangile, quand comment on appelle, quand je sais pas moi, quand il est en train d'évangéliser, lorsqu'il dit la parole de Dieu, lorsqu'il explique la parole de Dieu, par exemple, on ne la conteste pas. Et cette figure-là, on accorde ça au pasteur. Quand le pasteur parle, on suit et on ne dit plus rien. Imaginez que le pasteur vient s'immiscer dans une affaire de politique et qu'il dise des mots, enfin, il dise des choses à ses fidèles. Parce que quand le pasteur parle, les premiers qui l'écoutent, quelle que soit l'arène dans laquelle il est, ce sont ses fidèles. Et ses fidèles, mais ils le suivent, c'est-à-dire complètement. Dites ça comme voilà, ça, oui. Voilà. Ils le suivent complètement. Religieusement. Donc, ne serait-ce que pour ça, faisons très attention. Un pasteur, c'est une autorité morale. C'est quelqu'un qui dit, OK, marchez comme ça, ne marchez pas comme ça, et on le suit sans réfléchir, parce qu'il a ce pouvoir-là. Et par rapport à la séparation des pouvoirs? Par rapport à la séparation des pouvoirs, je dis... Le président qui descend sur le terrain. Et je dis ça. Il se peut que Roland ait raison. Il se peut. Vous n'êtes pas dans la République. Il se peut. Non, parce que... vous ne vous rappelez plus de ce moment où... Écoutez, il fallait donc descendre sur le terrain, je suis bel et bien, aller au contact des populations. Les journaux en ont parlé ici. Hein. Les journaux en ont parlé, ce n'est pas Laurent qui en parle. Les journaux en ont parlé ici. Et on en a parlé sur cette émission Matin d'Éden. Oui. Je suis bel et bien... Les journaux se sont interrogés. D'accord. Je dis, il se peut que Laurent ait raison. Il se peut que Laurent ait raison sur ce fait-là, bien précis. Mais vous ne voulez pas vous prononcer là-dessus? Ce que je veux dire, c'est quoi? Le président, je vous pose la question, le président de l'Assemblée nationale, en tant que le responsable d'une institution, qui contrôle l'action, dans le respect de la séparation de pouvoir, membre d'un parti politique de la République, de la mouvance présidentielle, doit-il aller au contact des populations dans une mission où j'estime aussi, les mouvanciers sont en action sur le terrain? J'estime tout comme vous que ce n'est pas forcément son rôle. Ce n'est pas forcément son rôle. Mais cependant, il a une couleur politique. Dans tous les pays du monde, malgré qu'on soit président de l'Assemblée nationale, il y a des matins où on vous invite sur sur les plateaux de télévision, et on dit, mais écoutez, c'est votre parti, voilà ce qu'ils sont en train de faire à la tête de l'État. Il peut arriver qu'on le défende. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. C'est pourquoi je dis, il se peut qu'il ait raison. Si on n'outrepasse pas, et on ne va pas au-delà de ce qui est de notre prérogative en tant que membre d'un parti politique, ça marche. Il n'y a pas de raison. Parce qu'avant tout, il a une couleur. Avant tout, c'est un homme politique. C'est justement ce poste de la politique dans ce parti-là, dans cette mouvance-là, qui lui a permis finalement d'être aujourd'hui président de la République. S'il arrive président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. S'il arrive qu'on lui demande, OK, mais tes amis, tu les soutiens, ils sont ses soutiens, vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, s'il vient se mettre maintenant sur le siège de son président de l'Assemblée nationale et commence à vanter les mérites d'un gouvernement, là, mais je vous assure, mais ça sera un tollé contre lui. D'accord. Donc, ça dépend. Cette limite est assez fragile. C'est pourquoi je dis il se peut qu'il ait raison à certains endroits. Ça, je ne veux pas. Et puis, il a parlé tout le temps d'assemblée monocolore. Oui, assemblée monocolore, on a tous dénoncé. Mais n'oublions pas ce qui a conduit à l'assemblée monocolore. Moi, je le dis et je le répète. Ça, je ne vais jamais l'oublier. Je me souviens de la campagne pour dire non, personne ne va, on va pas se proposer. Enfin, tout le monde a boycotté les élections dans le temps. Souvenez-vous, il y a eu ce boycott-là. Quelles que soient les raisons qui ont conduit au boycott. Est-ce que c'est le boycott qui va permettre... Finalement, voilà les conséquences. Donc, on assume finalement. Maintenant que l'Assemblée soit monocolore, tout ça, tout ce que vous dites... Bon, c'est les politiques qui ont joué. Peut-être certains ont pris des décisions qui nous ont conduit à cela. OK? Je ne défends personne, mais je dis la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sachant raison garder, ne poussons pas les uns les autres, enfin, les gens à se regarder en chien de faïence. Même au-delà de tout ceci, regardez, on a dit à plusieurs reprises sur ce plateau, c'est des amis de longue date qui se déchirent. C'est deux familles qui sont en train de se déchirer comme ça. Ils étaient ensemble, tous ensemble. Les enfants se connaissent certainement. Les femmes se connaissent. Les parents, alliés, tout ça, on se connaît. On vivait ensemble, on mangeait ensemble. Aujourd'hui, on ne mange plus ensemble. Vous savez, quand on est dans une telle situation, il faut savoir raison garder. C'est tout ce que je dis. C'est la force avec laquelle on dit certaines choses. Il faut faire attention parce que les gens nous écoutent. Il y a des gens peut-être qui sont très fans, qui sont très... Voilà, ils peuvent à partir de là dire... Voilà, non, le Bénin d'abord. Les problèmes politiques après.
la justice étant en marche, regardons, observons. Et puis le peuple béninois n'est pas dupe, hein. Nous ne sommes pas cons. Le moment de sanctionner, quand le béninois voudra sanctionner, qui il doit sanctionner, il va sanctionner. C'est dans les urnes. C'est lors des élections. Voilà. Moi, à relever le fait que les politiques ont participé à ce qu'on a une assemblée monocolore. Je voudrais déjà rappeler d'abord par rapport à la question des pasteurs pour le dire. Je vous rappelle cette émission où j'étais pas du tout d'accord que les pasteurs se réunissent pour dire qu'ils partagent l'idéologie d'un homme politique. Oui, et que tout à fait. les pasteurs vous avez dénoncé cela. C'est étonnant maintenant que vous dites qu'ils doivent soutenir un homme. Ça m'étonne. Laissez-moi finir. Vous désolé me laisser finir parce que quand vous parlez, je vous laisse finir. Les hommes se sont réunis, les pasteurs se sont réunis pour dire qu'ils partagent l'idéologie d'un homme. Et je l'ai dénoncé à l'époque. Parce qu'ils ne devaient pas se retrouver en politique. Et dès lors qu'ils se retrouvent en politique, alors ils doivent pouvoir se prononcer chaque fois quand il y a un fait politique. C'est de ça que je parle. Parce que quand ils l'ont fait, ce n'était pas normal. Parce qu'à un moment donné, quand on a vu un imam devenir député dans ce pays, les gens ont dénoncé. Vous vous rappelez de cette affaire. Et donc, à l'époque, je disais, les pasteurs aussi ne doivent pas se mêler. C'est vrai que les fidèles peuvent faire la politique, mais les pasteurs sont investis du pouvoir de Dieu. Et sont les médiateurs. Et dès lors qu'ils se réunissent pour dire qu'ils partagent l'idéologie d'un homme, ils ne sont plus sur le terrain religieux à 100%. Voilà. Et donc, de ce point de vue, si aujourd'hui il y a la situation, ils doivent pouvoir leur se prononcer. Parce qu'ils ont fait le choix d'aller là-bas. Ils ne doivent pas maintenant se cacher. C'est de ça que je parle. Maintenant, deuxième fait, vous avez dit que l'élection de 2019, les gens ont boycotté. N'insultons pas la mémoire des Béninois. L'élection de 2019, c'est le certificat de conformité. Ne remouillez pas le couteau dans la plaie. C'est le certificat de conformité qui a empêché certains partis politiques d'aller aux élections. Qu'on le veuille ou non. Ne disons pas les choses à l'envers. C'est le certificat de conformité sorti à la dernière minute par le ministère de l'Intérieur, validé par la Cour constitutionnelle qui a empêché les gens d'aller aux élections. Les gens n'ont pas pris la décision volontairement de ne pas aller aux élections. C'est Kandil Azanali qui demandait aux gens de boycotter les élections. Et lui, il ne s'était pas préparé. Bon. Mais il y a d'autres partis qui s'étaient préparés à l'époque. Je ne me suis pas trompé finalement. Mais à l'époque... Je n'ai pas insulté la mémoire des Béninois. Non, mais quand vous dites les gens, les gens boycottés, faites la part des choses, chers frères. Faites la part des choses. Ce n'est pas tous les partis politiques qui ont refusé d'aller aux élections. Lui, on s'est connaît sa philosophie depuis 2019 ou depuis 2016, depuis qu'il a démissionné. Il appelle au boycott. Mais les partis s'étaient préparés. On déposait le dossier. Mais à la dernière minute, on sorti ce certificat de conformité qui les a empêchés d'aller aux élections. Alors, je reviens sur le cas du président de l'Assemblée nationale. J'insiste sur le fait que, vous avez vu, il y a un monsieur avec qui je n'ai jamais été d'accord, Jacques Migan. Mais il a posé un pas il y a quelques jours que je salue. Il a fait quoi? Il a démissionné. L'ancien bâtonnier. Oui, il a démissionné. Vous savez qu'il a été nommé, non? Il a démissionné. Oui, à la lutte contre la corruption. Mais il a démissionné du barreau, il a démissionné de son parti politique. Parce qu'il est investi dans le pouvoir, il ne doit pas se mêler. Non, attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. On dit les pouvoirs sont séparés. Quelle qu'en soit votre coloration politique, dès lors que vous atteignez ce niveau-là, vous voyez les gens faire. Parce que la dernière décision au Parlement vous revient pour trancher un certain nombre de choses. Mais si c'est vous, quelle qu'en soit sa coloration politique, il ne devrait pas se présenter sur le terrain pour vulgariser les actions du gouvernement. Non. Si on le fait comme ça, et si on l'accepte de lui, ça veut dire que pour toujours, les gens seront investis du pouvoir. Parce que d'abord, le député, c'est quoi on a dit? Le député, c'est le représentant du peuple. Oui. Le peuple dénonce des choses, mais le représentant vient lui dire que tout va bien. Vous ne voyez pas qu'il y a un paradoxe? Non. Le peuple, sur le terrain, dit ça ne va pas. Mais celui qui est censé le représenter, qui est le représentant du peuple, revient sur le terrain et dit à ce peuple qu'il a mandaté pour dire non, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout ce que les autres font là, c'est bon. C'est de ça qu'on parle. Il aurait fait l'effort de se mettre de côté, laisser les députés aller faire le travail que de se retrouver sur le terrain. Et c'est pourquoi je dis, quand il parle de séparation de pouvoir, je dis non, s'il doit parler de séparation de pouvoir, il doit leur faire l'effort pour les prochaines fois, de ne pas se retrouver sur le terrain en train de vulgariser ce que l'exécutif a fait, parce que son pouvoir parlementaire est séparé de l'exécutif. C'est tout mon problème. Je pense qu'il ne le fera plus, puisque
Voilà, il parle aujourd'hui de séparation de pouvoir. Moi, je vais dire une petite chose. D'abord, je vais te... On va passer à nos sujets. Non, c'est en juste 2 mots. Vous avez pris un exemple. Vous n'aimez pas du tout qu'on prenne des exemples. Ça m'étonne que vous preniez aujourd'hui un exemple. Parce que dès qu'on prend un exemple, vous dites non, c'est pas le même cas, c'est pas le même cas. Vous avez pris l'exemple de Migan pour expliquer les choses. Mais moi, par rapport à cet exemple-là, il faut faire très attention aussi. Pourquoi? Vous avez dit le député est le représentant du peuple. Ça, il faut bien l'expliquer aux Béninois. Il est le représentant du peuple dans quel sens? Dans le sens où, quand on doit prendre les lois, quand on doit voter des lois, quand on doit prendre des décisions, il faudra toujours mettre l'intérêt de ce peuple-là avant tout, selon ses convictions à lui. Vous voyez? Selon ses convictions à lui, il doit être honnête vis-à-vis de ce peuple-là. Voilà ce que ça veut dire. Cela ne veut pas dire tout simplement que le moment venu, il ne pourra pas dire, ok, nous pensons que si ceci n'est pas... Voilà, ils peuvent se critiquer entre eux. Ça, c'est une première chose. Et puis, le président de l'Assemblée nationale, justement par rapport à sa manière de représenter le peuple selon ses convictions, il a des convictions, il a un parti politique. À certains moments, il peut sortir, comme on appelle sur la place publique, et dire, ben écoutez, moi aujourd'hui, je parle en tant que tel, et je pense que tel. Maintenant, il ne faut pas outrepasser, il ne faut pas aller au-delà. Il faut toujours savoir, il faut toujours, se retenir à tout moment. Vous avez dit que vous allez parler quelques secondes. D'accord, quelques secondes. Si vous voulez, je m'en arrête là. Non, je crois que l'essentiel a été déjà dit. Je me suis rendu compte que voilà, vous avez dit quelques secondes. L'essentiel a été déjà dit. Donc, par rapport à représentant du peuple, je tenais à faire cette petite clarification pour qu'on puisse comprendre. Représentant du peuple ne veut pas dire que tous les députés vont parler d'une même voix. Hein, non. Mais ça veut dire qu'on va être honnête vis-à-vis du peuple quand on veut prendre des décisions. Et ça ne veut pas dire tout simplement que non, lorsqu'il y aura des situations, les députés ne peuvent pas avoir des avis divergents ou différents. Mais ça veut dire qu'ils peuvent aller sur le terrain même s'ils sont présidents de l'Assemblée nationale, c'est ça? Non mais attendez, j'ai dit tantôt que là, on est dans un cas où il faut faire très attention. Il ne faut pas oublier ça. C'était juste encore pour vous titiller, pour voir si nous sommes en démocratie. Il a le droit d'avoir une position également. Il a le droit également de soutenir son parti politique. Vous ne saluez pas les actes posés par Jacques Migan, maître Jacques Migan. Non, mais c'est très bien, c'est une très bonne chose. Maintenant, les fonctions ne sont pas exactement les mêmes. Faisons très attention. Oui, là-bas, c'est une fonction très politique. De l'autre côté, il faut faire... Enfin, en tout cas, on pourra faire le débat aussi. Alors, la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, qui nous parle, Laura Roland-Antoine Iquez, Irénée Koubouaki, discret témoin de la rupture. Non, moi, Non, mais disons clairement les choses. Discret témoin. Vous l'avez entendu depuis quand? Enfin, je ne sais pas pour Laura, mais moi, je ne l'ai plus jamais entendu. Non, mais Koubouaki, Pascal Irénée Koubouaki, comme journaliste d'ailleurs, étaient les mémoires de ce gouvernement. Et c'était les maîtres à penser, en tout cas, qui était la cuisine tout le temps. Donc, quand on est à la cuisine, on ne parle pas beaucoup. J'ai peur de cracher dans la nourriture. C'est ça. Donc, on comprend. Vous avez tout dit. Et moi, j'estime véritablement que oui, il est un bon soutien. On l'a vu sous Boniaï. C'est un cadre accompli, assez compétent. Et oui, il nous a miroité la nouvelle conscience qui, malheureusement, n'a pas été acceptée par les Béninois. Mais, fort heureusement, il avait Patrice Talon, il fait quelque chose dessus. En fait, quand vous regardez le projet de société que Pascal Irénée Koubouaki nous proposait, c'était un bon projet de société. C'était pour le Béninois moderne. Je l'avais lu. Le Béninois moderne et qui veut changer les choses. Malheureusement, les Béninois n'ont pas compris sa vision. Mais, fort heureusement, Patrice Talon lui a fait cette confiance. Il est au rang de ministre au gouvernement. Tout à fait. Donc, il fait partie de la mémoire du gouvernement, il fait un travail, qu'on le veuille pas, je l'ai toujours dit, c'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles le gouvernement a excellé, il faut le dire. Il y a des choses sur lesquelles le gouvernement a excellé. Et donc, toutes ces personnes qui sont les maîtres à penser et qui sont là, qui font un travail remarquable, il faut les saluer. Même si on peut dénoncer que les quelques imperfections ou dérives de ce gouvernement, on peut se réjouir de ce qu'il y a des têtes pensantes qui ont produit de bons trucs, de bonnes réflexions et qui aujourd'hui donne au Bénin de faire un pas en avant. Et pourquoi pas? Donc j'estime que oui, c'est un témoin discret. Oui, c'est un témoin discret qui voit tout, qui connaît les failles du système, qui connaît les forces du système. Bon, je n'oserais pas dire qu'il ne faut pas que c'est après que lui-même vienne parler. Ah, oui. Vous ne voulez pas qu'il parle après? Heureusement que vous en parlez, parce que moi, c'est ce que je voulais dire depuis. C'est tout mon souci, parce qu'on les voit, quand ils sont au beurre, bien traités, tout, véhicule de fonction, garde du corps, tout, il n'y a aucun problème.
Ils voient des imperfections, ils ne réagissent pas. C'est quand une fois ils ne sont pas dedans qu'ils veulent parler. Je ne souhaiterais pas le voir dans cette posture parce qu'on l'a vu sur Boni-Yayi. On l'a vu sur Boni-Yayi. On l'a vu très cadre, correct, tout ça là. Mais une fois quitté le système, on a vu qu'il a commencé par attaquer le système parce qu'il n'était plus du système. Je ne voudrais pas qu'il fasse la même chose avec Patrice Talon. Si il n'est pas d'accord, c'est puisque j'avais le moment pour lui de déposer l'établi. Il ne faut pas qu'on vienne se vendre, en tout cas comme des innocents plus tard après. Ils ont fait un travail remarquable, je l'ai reconnu. C'est un cadre qu'il faut respecter. Complet. Qu'il faut respecter. Mais il faut que les cadres commencent par nous éviter cette manière de faire les choses, ou quand on est au frigo, en tout cas dans la bonne grâce à la table du roi, on se tait. On voit que le Béninois est piétiné. On voit que les droits des gens sont brimés. On voit que tant. On voit, et puis on ne parle pas. C'est une fois on sort maintenant pour se repositionner, on a la langue déliée, on veut tout dire, on veut tout dénoncer. Je souhaiterais que M. Pascal Irénée Koupaki nous évite ça. Je voulais dire Charles parce que j'ai fait les classes avec un camarade de classe, Charles Koupaki. Père à son ami, il est décédé il y a 2 ans. Malheureusement, en voulant parler de Pascal, je parle de Charles. L'occasion fait le larron. J'ai une pensée pour lui. Père son âme. On a fait jusqu'à la 6e en 3e à Ayada. Par rapport à la discrétion de M. Koupaki, moi je vais dire d'abord, c'est la marque de fabrique d'abord de la rupture. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Très tôt, quand la rupture est venue, tout le monde est, voilà, la discipline. Silence, on travaille. Voilà, silence, on travaille. Moi, je pense que c'est la marque de fabrique de la rupture. Et puis, il y a cette, comment on appelle, cette manière-là aussi de centraliser les informations, les déclarations au niveau de la rupture. Et ça, on l'a vu très tôt avec la rupture. Donc, je ne lui en veux pas forcément. Mais seulement que je dis, en tant que Béninois, il y a quelque chose qui manque, qui nous manque. Vous voyez, lorsqu'il était dans les gouvernements comment on appelle, dans les différents gouvernements du président Boni-Yayi, sa prise de parole était très attendue. Oui, c'est les prises de parole qui comptent dans le pays. Et brutalement, on nous a sevré de ces prises de parole-là, on nous a sevré de ces prises de position. Il y a des petites nuances qui sortaient de ces personnes-là que de temps en temps, le Béninois prenait en compte. Parce que c'est ça aussi l'animation de la vie politique. C'est essentiel, mais bon, aujourd'hui, on ne l'entend plus. Et je vais finir parce que je brûlais d'envie de dire. Je dis, souvenez-vous, quand le ministre Omeki avait quitté le pouvoir, quelques mois après, plusieurs mois après, je vais dire, il était sorti pour commencer à dénoncer. Vous avez vu ma réaction sur ce plateau, je crois la réaction de Laurent également. Oui. Voilà, donc ces choses-là, je ne suis pas du tout d'accord. Quand on a tout le temps mis la main dans la soupe, on a mangé tous ensemble, on est restés ensemble, et dès qu'on sort, on veut cracher dedans, ça, le moment venu, nous, on va rappeler ça. Si jamais c'est le cas. Mais je ne pense pas c'est des hommes d'une grande hauteur, je ne pense pas qu'il va se rabaisser à ce niveau-là. Mais il est bon que de temps en temps, on puisse entendre ces voix-là, ces propos-là. Ça compte dans la République. C'est ça aussi l'animation de la vie politique. C'est ça, je le dis à tout moment, c'est ce qu'ils apportent à l'édification de ce pays-là. Leur vision du Bénin, c'est essentiel pour nous. Il faut de temps en temps qu'ils réagissent, qu'on les entende. Je crois que, quand Oumar finissait, il disait qu'il ne pense pas. J'ai rappelé que sous Boni-Yayi, ils l'ont tous fait. Voilà. Ils l'ont tous fait sous Boni-Yayi. Oui. Ils ont mangé avec le monsieur correctement. Oui. Travaillé avec lui pendant 10 ans. Voilà. À la touche, ils l'ont assommé de coups, proprement. Oui. Ils l'ont traité de tous les noms. Je voudrais que, avec Patrice Talon, là, qu'il ne fasse pas la même chose parce que le peuple maintenant est mature. Voilà. Le peuple voit. Et le peuple prendra ses responsabilités en son temps. C'est ça. Et quiconque prendra le pouvoir pour vouloir repositionner des gens qui veulent se repositionner, mettre position des gens qui veulent se repositionner, le peuple sera là pour dire non. Pour sanctionner le moment venu. Alors, parlons du pétrole. Oui. L'année prochaine, on va commencer par exploiter le pétrole. Le ministre Adami, qu'est-ce qui vous fait rire? Non, moi, ce qui me fait rire, ma prière est que ce ne soit pas une déclaration à la... Comment il s'appelle? Notre gars là, l'ancien ministre du sol et de la terre, non? Batemi Kassa. Voilà, une déclaration à la Kassa. Vous savez vraiment quoi. J'espère que les explorations ont été vraiment faites. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'espère que tout a été vraiment fait. Je vais vous dire une chose. Ça dit, c'est ça, c'est là, ça dit que vous êtes dans votre rôle. Vous comprenez? Ça dit, vous jouez tellement bien votre rôle. Parce que les journalistes là, vous n'oubliez pas.
Non, mais c'est ça. Vous n'oubliez pas. C'est ça l'analyse politique. Le problème, c'est qu'ici, c'est par rapport au passé, on n'a pas vu, projection. Non, vous n'avez pas vu un bocal. C'est pourquoi. Vous n'avez pas vu un bocal. C'est pourquoi on peut être un peu dubitatif, c'est que. Vous n'avez pas encore vu un bocal. On a même vu du pétrole. On nous a envoyé l'échantillon. Dans une bouteille de sérum. Oui, on nous a envoyé l'échantillon. Avec Barthélémy Kassa. Oui. Maintenant, on n'a pas encore vu. Même l'échantillon nous a dit qu'on va produire du pétrole. Bon, on fait. Bon, de toute façon. Mais vous n'êtes pas Saint-Thomas quand même. Vous n'êtes pas Ce gouvernement Saint-Thomas. nous a promis des choses, des réalisations Oui. qu'on a vues entre-temps. Les gens ont traité ça de maquette, mais on a vu ça de concrétisation. Oui, et donc, on veut bien croire que cette annonce-là sera concrétisée en 2025, qu'on va vraiment produire du pétrole. Bon, est-ce que c'est le pétrole de Saint-Podi ou bien c'est le pétrole? Non, pétrole de haute mer. C'est haute mer, oui. C'est C'est en haute mer, oui. C'est en haute mer, d'accord. Oui. Donc, non, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le pétrole, parfois, c'est source de tension. Et parfois, quand il y a le pétrole, il y a ces trucs-là. Les gens ne veulent pas quitter le pouvoir, les gens ne veulent pas lâcher les choses. J'espère que cette annonce ne sera pas un problème pour notre paix intérieure. C'est tout mon souci. Parce que quand il y a le pétrole quelque part, il y a toujours des problèmes. Et souvent, quand les gens découvrent des richesses comme ça, ils se disent, mais comment il va découvrir cette richesse et partie? Parce que c'est de l'argent, le pétrole. C'est une manne financière. Donc, je veux bien croire que après cette annonce, notre cher ministre Adambi aura du plaisir à encourager le chef pour qu'ensemble, ils quittent les choses en 2026 avant que les choses ne les quittent dans une certaine mesure. C'est tout mon souci. D'accord. Bon, déjà, pour parler plus sérieusement, je veux dire que ce gouvernement. Ah bon, qui n'était pas sérieux? Non, au départ, j'ai parlé de déclaration à la Kassa et tout. D'accord. Voilà, juste parce que ça c'était un peu. Enfin, pour mettre un peu d'humour, je veux dire. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Pour parler Mais plus vous avez vu le bocal? Je n'ai vu aucun bocal. Ah, le bocal de Kassa? Non, du ministre Kassa, dans le temps, ça, je l'avais vu. De maintenant. Maintenant, je n'ai vu aucun échantillon. Je ne sais pas. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce gouvernement nous a habitués à beaucoup de sérieux. Et moi, je les crois vraiment à fond. Je les crois. J'espère qu'ils ont fait les explorations. J'espère qu'ils ont fait tout ce qu'il y a comme préalable avant de nous faire une telle annonce. Moi, je pense. Et étant donné... Enfin, vous savez, c'est comme quand on prend les logements sociaux de Wedo. À un moment, moi, je me disais que c'est de la poudre aux yeux, ces histoires-là, finalement. Mais finalement, ça sort de terre et on voit les choses. Et j'espère que ça sera la même chose pour ceci. C'est toute ma prière. Et c'est comme l'a dit Laurent, le pétrodollar a tendance à fragiliser les institutions parce que il est la source de toutes les convoitises. J'espère que le Bénin ne tombera pas dans ces revers-là. Le matinal budget 2025, 41,5% sera consacré au social. Oui. Non, mais le hautement social a été décrété, rappelons-le, le 23 mai 2021 à Porto-Novo par le nouveau chef d'État élu, Patrice Talon. Il a dit que son mandat sera hautement social. Et de 2021 à 2022, on a espéré le social, ça a peiné à prendre un peu. À partir de 2023, on a vu la concrétisation du social. Il faut avouer que sur le plan social, même si tout n'est pas rose, des efforts ont été faits, notamment le soutien aux familles vulnérables, les jeunes filles qui reçoivent des transferts monétaires, le microcrédit à la FIA. À travers Arche, toutes ces le choses. microcrédit à la FIA, même si à 100% on n'est pas d'accord avec la manière dont ça se fait aujourd'hui, parce qu'il y a des femmes, quand vous les écoutez, ce n'est pas encore ça. Mais les prises en charge sur le plan de la santé et autres, c'est autant de choses sur lesquelles il faut féliciter le gouvernement. Et maintenant, 2024, on a vu aussi le prolongement avec le projet Azoli et autres. Il y a beaucoup de trucs là. Le PSIE, vous voyez tout ça. C'est du social, qu'on le veuille ou non. C'est vrai qu'on a tout fait de dire que sur la question des matières premières, des denrées alimentaires, quand le gouvernement aurait pu travailler à subventionner ces produits-là, tout comme ce que Sonko et Diomaye Faye ont fait en accédant au pouvoir dans les premiers mois, ils ont quand même subventionné ces produits de première nécessité. On a demandé que le gouvernement essaie de subventionner à la pompe l'essence, en tout cas les produits pétroliers, de sorte que nous puissions aller davantage dans les stations pour faire chuter les produits de contrebande. Mais malheureusement, ça ne prend pas. Mais sur d'autres aspects, le gouvernement fait un effort. Et donc, nous sommes dans le dernier tournant de 2026. C'est plus que jamais le moment de faire des actions pour impacter davantage nos populations. Vous savez, nous avons un peuple qui, malheureusement, fait foi au social et parfois tombe dans le piège du social. Et je raconterai l'histoire de deux députés que je connais. Quand je prends Valentin Roudé de la 6e, il vous dira, quand les gens font campagne, il se tait. C'est la dernière minute qu'il sort, le grand jeu.
avec quelques porte-à-porte la nuit, la veille des élections. Entre les 3 dernières nuits des élections, le porte-à-porte, paix à son âme, Ismaël Tidjani Sepos, député de la 5e législature, de la 5e session électorale, paix à son âme, qui a créé Radio La Voix de la Lama. Dès les derniers moments, il va offrir des feuilles, des paquets de tôle, des paquets de ciment aux populations dans mon Alada natal. Et malheureusement, c'est ça qui oriente les gens à voter pour lui à la dernière minute. Donc, il y a ce social-là auquel les populations sont accrochées. Donc, le gouvernement ne fait pas... C'est très bien, peut-être que c'est... Pourquoi c'est maintenant plus de 40% qui va à ce niveau? Parce que, malheureusement, c'est les dernières actions qui impactent qui restent. Bon, je veux bien croire que ce social hautement ne va pas peut-être... leur fait perdre la tête au point d'aller voter parce qu'il faut voter tête baissée. Non, j'estime que le peuple est davantage mature et que les choses pourraient ne pas être de la même chose. Mais j'insiste sur le fait que oui. Non, dites clairement plutôt que vous espérez que ce 41% ne soit pas une manière de faire de la pré-campagne. Dites-nous la vérité. C'est vous qui le dites. Non, mais est-ce que vous pensez... Ok, d'accord. Non, mais vous savez très bien que sur le terrain, le discours sera tel. Vraiment. Sur le terrain, le discours sera tel. Vous m'étonnez quoi? Non, mais moi, je n'ai pas changé. Et je ne changerai pas. Donc, sur le terrain, le discours sera tel. Patrice Talon est le meilleur président depuis 1960. Écoutez, on va donner... Ah non, sur certains points, ça c'est vrai. Non, je ne veux pas... à côté, ça, on peut le dire. Ou bien, vous avez commencé par le dire déjà. Vous avez commencé par le dire déjà. Sur certains points, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Il n'y a pas photo. Vous savez, j'ai commencé mon argumentaire par disant que des choses ont été faites extraordinaires qu'il faut apprécier. Je ne suis pas politique pour me verser, porter la carapace ou bien d'un homme politique, non. Mais j'estime que véritablement, ce social, oui, sur le terrain, ça peut être un objet de communication. Peut-être que seulement que ce que je dis, que le président de l'Assemblée nationale ne se mette plus dans cette équipe. D'accord. Bon, moi, je ne dirais pas ça. Si son parti le sollicite sa, comment on appelle, sa notoriété et tout, pourquoi pas. Maintenant, ça, c'est un autre débat. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il y a certaines choses que le gouvernement fait sur le plan social, mais il n'y a aucune communication autour. Et ça, je l'ai dénoncé, je l'ai dit, je l'ai redit. Mais qui sont les communicants qui sont autour du chef de l'État? Moi, j'ai du mal. Mais j'ai rappelé ce qu'ils ont fait, sur lequel oui, ils n'ont pas communiqué. Vous avez rappelé, mais beaucoup de Béninois, je vous assure, sortez dans la rue aujourd'hui et demandez aux Béninois, est-ce que vous connaissez H-Formation, par exemple? Les gens vous diront, c'est quoi ça? Oui, c'est du social que ça fait. On forme gratuitement des gens dans ce pays-là. Et on les forme, on les forme. Les gens ne suivent plus la radio et la télé. C'est pas la faute au gouvernement. Bon. Ils ont mis beaucoup d'argent dans la communication pour pouvoir passer des communiqués, des spots sur les radios et les télés. Il n'y a pas que les radios et les télés. Il y a d'autres aspects, les communicateurs vous le diront. Il y a quoi? Mais il y a beaucoup de choses, aller au contact des populations, pouvoir expliquer certaines choses. Et il y a la manière également de le dire aussi. Il y a beaucoup de choses qui comptent. Moi, je dis, il y a la communication autour de tout ce qu'il y a comme social que le gouvernement fait. Mais je ne comprends pas, quoi. Le ministère des Affaires sociales, mais à chaque fois que moi, je lis certains papiers, je suis même quelquefois étonné de voir qu'il y a une dame là-bas qui fait tout ce travail-là, mais on n'en parle même pas. On ne sait même pas comment ça se passe. Mais enfin, moi, il y a un problème à ce niveau. Maintenant, revenons aux 41%. Moi, je dis, c'est bien, c'est une bonne chose. Je ne sais pas comment ça sera utilisé. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ne venez pas nous dire que la route, c'est du social. Oui, on a compris. Mais on veut vraiment du social beaucoup plus concrètement. C'est-à-dire? Oui, il faut injecter du liquide à certains endroits. Vous voulez qu'on vous donne de l'argent? Non, je vais vous expliquer. Comme la presse? Non, je n'ai pas. Bon, pourquoi pas? Ce n'est pas du social. Oui, l'aide à la presse privée, c'est du social. Ça sera fait. On a nos enfants. Ça sera fait puisque le président de la RAC a annoncé. C'est dans les 31%. Oui, ça doit être dedans. Ça doit être dedans. Voilà. Vous étiez à la rédaction de la Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Toutes les années, on nous a dit que ça va venir, ça ne vient pas. Permettez-moi de ne pas perdre le fil de mon idée. Vous savez, dans certains pays africains, des pays voisins du Bénin, je ne vais pas dire les noms des pays parce que c'est quand même des informations où il faut bien vérifier avant de... Il y a des pays qui payent eux-mêmes. L'État paye, par exemple, l'électricité à 100 francs chez le producteur d'électricité. Okay? L'État lui-même le paye à 100 francs le kilowatt. C'est un exemple que je prends. Et pour le revendre maintenant à sa population, pour le revendre aux citoyens,
Vous savez ce que l'État fait? Non. L'État le vend peut-être à 80 ou 90 francs. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut faire du social. Parce que tout simplement. Donc c'est ce que j'appelle injecter du liquide. C'est essentiel. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a cet exemple-là qui me revient tout le temps. L'ONASA, pour moi, c'était une merveille. L'ONASA, pour moi, c'était une merveille. L'État achetait des denrées de première nécessité et les paquets. Et le moment venu, dès que la période de soudure arrive, dans nos localités les plus reculées, qu'est-ce qu'on fait? Mais on met tout ce stock-là dehors et on dit aux gens, et on le vend à des prix très bas. Voilà, des choses, par exemple, de l'autre régime, de l'ancien régime, de la gouvernance de comment on appelle, de Boni Yahi, moi, qui a été pour moi une véritable trouvaille, mais qu'on a perdu, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est des exemples comme ça que je voudrais donner, parce qu'on veut maintenant du concret, que ces 41,5% servent réellement à ça, et que quand la ménagère va comment on appelle, au marché, et qu'elle revient, et qu'elle sente que, vraiment, mon panier est beaucoup plus lourd, les enfants vont bien manger. C'est bien. Ça aussi, c'est rassurant. Vous voyez un peu. Donc, il faut que l'État pense à ces aspects-là. Laurent, pour finir. Je crois que vous m'avez fait bien de rappeler l'exemple de l'ONASA. Et j'irai plus loin en disant que si nous voulons faire du social et que nous avons 41,5% du budget consacré au social pour 2025, il faille maintenant. Parce qu'on a pu voir il y a quelques jours que le gouvernement doit apporter un soutien aux petits exploitants agricoles. Mais il faut davantage aller plus loin. Parce que quand le producteur produit son soja et qu'on fixe le prix à un prix dérisoire et qu'on lui rachète ça et qu'on l'empêche d'aller vendre sur un marché qui lui permet d'avoir du profit, alors que nous sommes toujours dans un système capitaliste, ça, il faut réfléchir à ça. Aider, rétablir l'équilibre, en tout cas, la justice sociale au niveau des producteurs. Moi, je pense que ça aussi, c'est pour instaurer une certaine discipline. C'est comme quand le café ivoirien ou le cacao ivoirien, aujourd'hui, quand tu finis de le produire, c'est systématique chez le planteur ivoirien, chez le cultivateur ivoirien. Il sait que c'est à mon pays que je le vends. Il le sait, quoi. Sinon, il y a le Ghana, par exemple, à côté, il peut faire des travaux. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est comme ça, c'est la discipline de groupe. Moi, je pense que c'est pour instaurer une certaine discipline. Maintenant, petit à petit, on va améliorer les choses. Si le Bénin devient, par exemple, le premier producteur de soja de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de mauvais dedans. Si on instaure une discipline et que c'est une minorité qui s'enrichit, c'est là où je suis d'accord avec vous. Les vrais producteurs doivent se sur le terrain. Mais je suis désolé. Donc, oui, la discipline. Bien fondée. J'ai donné l'exemple ici pour dire, si vous connaissez Ouma qui produit 100 hectares, qui produit 100 tonnes de soja par an, l'État, si l'État veut que Ouma vende son soja au Bénin, il faut en amont le subventionner, l'accompagner. Je suis d'accord, oui. Maintenant, si on ne l'accompagne pas et qu'il fait sa production lui seul, il faut alors définir une base pour dire peut-être, puisque tu as fait ton truc tout seul, nous sommes dans un système capitaliste et le système capitaliste, je le rappelle, c'est la recherche du profit. Chacun recherche son profit. Le producteur aussi va rechercher son profit. Et autant mieux dire, ok, désormais, tu vends 70% au plan local, et on te permet de vendre 30% au plan extérieur, qui te permet de faire du profit. Parce que de la même manière, on produit des trucs à 211 francs, on leur achète ça à 227 francs ou 25 francs ou 270 francs ici. Ailleurs, ils ont la possibilité de vendre ça à 500 francs ou 450 francs. Donc, il faut trouver le moyen de rétablir la justice sociale. Voilà. Donc, à ce niveau, il faut faire un certain nombre de choses. Et j'estime que quand on va le faire, ce serait à l'actif de Patrice Talon. Je le dis toujours, ce n'est pas vous et moi qui serons célébrés à la fin du mandat, c'est lui. Donc, il fait bien sûr célébrer. Et moi, mon souhait, c'est qu'au thème de son mandat, qu'il soit célébré. Et que ce qu'il a fait reste dans la mémoire des Béninois, plutôt que de finir... beaucoup de choses restent déjà. Voilà, parce que si vous ne sortez pas la grande porte, parfois, les gens ont développé leur pays, mais parfois, vers la fin, ils ont posé des atouts. Les gens les ont oubliés. Malheureusement, c'est la manière dont vous finissez, en tout cas, qui compte. D'accord. Moi, je pense qu'il est en train de donner un élan à la construction du pays, il est en train de donner un élan à l'édification du pays. Et c'est à tout le monde aussi de suivre cet élan-là. Vous savez, quelquefois, le gouvernement aussi n'est pas là pour tout faire. Le gouvernement est là pour donner le la, comme on dit en musique, pour donner la cadence. Vous voyez un peu? C'est à tout le monde aussi de suivre. Toutes les organisations gouvernementales, non gouvernementales, toutes ces organisations-là, toutes ces structures-là doivent suivre également l'élan. L'élan est là. Le gouvernement a déjà dit les choses. Ils ont exprimer la volonté politique, c'est à nous également d'accompagner à tous les niveaux. Très bien. Merci à vous, Laurent Roland Tonnikes. Au revoir, Merci.